Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Arena, c'est Valentin, très content de vous voir. Ça y est, c'est la fin de saison sur YouTube. C'est l'heure de la traditionnelle FAQ. Chaque année on l'a fait, elle ponctue cette saison, elle permet de répondre à vos questions. C'est un moment que j'aime beaucoup parce que ça permet de me reconnecter avec vous, de faire le lien avec toute la communauté, de pouvoir échanger, dialoguer, discuter. Vous savez que j'aime beaucoup ça, vous savez que je réponds à beaucoup de commentaires. Voilà, je suis quelqu'un comme ça qui aime le lien, qui aime voilà, garder contact avec la communauté qui ne cesse de grandir. On l'a encore vu cette année, cette saison, ça a été incroyable. Donc voilà, je suis très content de pouvoir faire cette petite FAQ que vous regardez peut-être en vacances, à la plage, à la mer, en montagne, enfin bref, peu importe, peut-être un peu partout dans le monde aussi. Donc c'est une vidéo assez chill, tranquille. Mettez-la en podcast, faites quelque chose à côté, regardez-la entre amis, ou enfin voilà, bref, vraiment faites ce que vous voulez de cette vidéo. Mais voilà, vraiment, l'objectif c'est de passer un moment tranquille, où on discute, où on fait le bilan, où je réponds à vos questions, où certains vont me connaître un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont là depuis 2, 3, 4 ans sur la chaîne, donc il y aura des questions, ce sera pour certains un peu de la redite, mais d'autres m'ont découvert il y a quelques semaines, quelques mois. Et donc voilà, ils vont apprendre, j'espère, un peu plus à me connaître. Donc voilà, c'est un moment un peu de partage pour tout le monde. Et je suis très content de le faire. Vous m'avez posé plein de questions sur YouTube, sur Insta et sur Twitter. D'ailleurs, tous mes liens sont en description. Donc je vais répondre à tout ça en 3 parties. Questions YouTube, questions foot, questions plus personnelles, beaucoup de questions, hein. Il y a eu plus de centaine de questions, donc j'ai pas pu répondre à tout. Et donc on va classer ça tranquillement, et puis on va voir ce que vous m'avez demandé. Il y a beaucoup de choses. J'en profite aussi, comme c'est le début là, de la vidéo et que j'ai tout le monde. J'ai relancé les ligues MPP, Ligue 1, Ligue 2 sur l'application, c'est totalement gratuit. Vous rentrez les codes qui sont dans le commentaire épinglé, code Ligue 1, code Ligue 2, et vous pouvez rejoindre la ligue et on pronostique les 306 matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 tous ensemble. Il y a une compétition, un classement, tout est gratuit. Enfin bref, vous pouvez rejoindre ça en description. Et avant qu'on commence également, dernière petite information, il y aura 2 questions pour vous en fin de vidéo. Vous savez que j'aime bien faire ça, donc si vous restez jusqu'au bout, n'hésitez pas à répondre à ces 2 questions, comme ça en commentaire je pourrais voir qui est resté jusqu'au bout. Donc il y a 2 questions pour vous, pour les abonnés de l'Arena, et puis bien sûr pour la dernière, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, un petit abonnement bien sûr, si ce n'est pas fait, ça soutient l'Arena, c'est totalement gratuit. Voilà, vous savez que l'Arena c'est une chaîne, tout est gratuit, voilà, donc n'hésitez pas à me soutenir, vraiment c'est le meilleur moyen de le faire, en tout cas pour cette dernière, pour déjà la fin de cette 5e saison, ça passe vite sur YouTube. Alors on commence avec les questions YouTube. Qu'est-ce que c'est les questions YouTube? C'est les questions liées à la chaîne YouTube. Et bon, la question qu'on m'a le plus posée, qui a remporté le prix de la question la plus posée cette année, penses-tu faire des interviews avec d'autres groupes après celle des UB90? Alors oui, ça a été la grosse actu de la chaîne sur les derniers mois, cette vidéo de plus d'1 heure avec les UB90, les Ultras de Strasbourg. Une question que m'a posée notamment Saga Football, Tom Abadi, Minik, Rémi, Xavier, Red Wolf, Thomas, Gabagol, enfin bref, il y en a plein qui me l'ont posé. Je l'avais dit lors de la vidéo sur les UB, je ne sais pas s'il y aura une suite. Je ne sais pas s'il y aura une suite parce que c'est une vidéo qui est exceptionnelle à réaliser, qui est très longue, qui demande beaucoup de travail. C'est beaucoup de logistique aussi, vous vous rendez compte. Enfin, je suppose que vous doutez que s'il y a bien des gens qui sont pas trop dispo pour des tournages et pas dispo les week-ends où on peut caler une date, c'est bien des ultras, parce qu'ils sont soit en déplacement, soit ils font des choses avec le groupe. C'est aussi un gros défi logistique parce que faire ce genre de vidéo, c'est les faire entourés. Je peux pas faire ça tout seul, ou alors si je la fais tout seul, c'est beaucoup moins qualitatif. Moi, j'ai été entouré de mon frère pour cet épisode avec les UB90. Maintenant, je vais répondre à la question, est-ce que je veux qu'il y ait d'autres épisodes? Oui, bien évidemment, et je vais tout faire et travailler pour qu'il y ait une suite, pour qu'il y ait d'autres épisodes. Peut-être qu'il y en a certains qui se disent tu veux aller où? J'ai déjà une petite liste en tête, en France et aussi à l'étranger. Donc voilà, ça répondra aussi à la question de certains. Maintenant voilà, je veux pas précipiter les choses et je veux pas non plus que vous soyez déçus, et voilà. Chaque chose en son temps. Il y a eu un premier épisode qui a été génial, qui a fait 50 000 vues presque, qui a été hyper bien reçu, donc tant mieux, ça me fait super plaisir. Maintenant voilà, il faut voir s'il y aura une suite. Moi j'ai envie qu'il y ait une suite, mais ça dépend aussi pas que de moi. Faut pas oublier que la mentalité ultra, elle est pas forcément propice à YouTube, aux caméras. Et puis j'ai été
hyper bien reçu à Strasbourg par les UB90 qui ont été absolument adorables. Rien ne garantit que ce soit le cas ailleurs. Donc voilà, c'est aussi la réalité. La question suivante, as-tu l'intention de faire des reportages sur certains pays en te déplaçant sur place? Question de l'ami Tchéquie France. Elle est un peu liée à la question précédente. Oui, j'aimerais pouvoir faire un peu plus de reportages sur place. Maintenant, voilà, c'est aussi une organisation beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus qui demande plus de coûts, qui demande plus de temps, de logistique, voilà, qui est plus compliqué à faire. Pour le moment, je ne vais pas vous mentir, c'est pas forcément dans mes cordes ni dans mes plans, mais à l'avenir, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et c'est vrai que si je reviens à l'interview des UB90, je trouve que c'est aussi justement le cheminement logique de la chaîne. Sur YouTube, il faut sans cesse un peu se diversifier, se renouveler, faire de nouveaux projets, de nouveaux concepts, parce que voilà, ça va vite YouTube. Et faire ça avec les UB90, faire ce genre de choses, je trouve que c'est un peu la suite logique de l'Arena. C'est un peu la suite logique, donc nécessairement j'ai envie de continuer là-dedans. Et voilà, je ferai tout pour continuer là-dedans, sur ces reportages, sur ces interviews, pourquoi pas. Donc voilà, le seul moyen d'être sûr, c'est de rester branché sur l'Arena et de voir la suite, quoi, tout simplement. Question ensuite de Romuald, vas-tu, là dans un registre un peu différent, vas-tu refaire des épisodes de Zoom sur le foot à l'approche de la Coupe du Monde 2026? Alors, Zoom sur le foot, c'est une sacrée période aussi pour moi, c'est un peu les débuts de YouTube, ou en tout cas la période très intermédiaire. Je vais avoir j'ai commencé Zoom sur le foot, je ne sais même pas si j'avais 2000 abonnés. C'est la période 5000, 6000 abonnés, tout ça, Zoom sur le foot. C'est une série que j'ai mis un peu de côté, j'en ai plus fait depuis plus d'1 an et demi, je pense, un an et demi. Ça reviendra peut-être, parce que la Coupe du Monde 2026, elle est aussi propice à ça. Et pourquoi pas faire justement un épisode sur l'Ouzbékistan, la Jordanie, qui sont deux petits pays de foot qui viennent de se qualifier. Je ne peux pas le garantir. Ce qui est sûr en revanche, c'est que la chaîne forcément elle va s'acclimater à la Coupe du Monde en 2026. Donc il y aura à partir de mars, avril, mai, juin, vraiment tout un truc autour de la Coupe du Monde. Je ne sais pas encore comment, mais il est probable que Zoom sur le foot revienne à ce moment-là, surtout à l'approche de la Coupe du Monde. Voilà. Question ensuite du copain Tamabadi. As-tu l'impression d'avoir fait le tour des sujets de conflit entre pays et clubs, notamment dans les Balkans? Comment trouver de nouveaux sujets? C'est une très très bonne question. C'est une des thématiques que j'ai un peu, une des problématiques que j'ai rencontrées un peu ces dernières semaines sur la chaîne, c'est trouver des nouveaux sujets dans mon champ de prédilection. C'est vrai que les Balkans, c'est ce que moi je préfère le plus parce que j'ai étudié ça, parce que j'ai travaillé là-dessus, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Donc forcément, c'était mes sujets de prédilection, mais je les ai finis faits ou quasi tous faits. Donc il faut trouver d'autres choses. L'épisode d'avant, là, qui vient de sortir sur la Garra Blanca, c'est typiquement trouver de nouveaux sujets parce que c'est un peu sortir de ma zone de confort, faire des zones que je connais pas ou que je connais moins. C'est travailler là-dessus. Et c'est justement ça qui va, je pense, continuer sur l'Arena, qui va perdurer sur l'Arena. C'est l'idée d'explorer encore un peu plus le monde, parce que c'est vrai que moi j'ai des zones de spécificité, l'Europe de l'Est, parce que c'est ce que j'ai étudié et parce que c'est ce que je connais le plus, voilà, par mes études, mes lectures, ce qui me passionne le plus aussi. Mais justement, je suis ouvert à faire plus de sujets comme ça, comme la Garra Blanca, comme d'autres sujets. Et c'est justement une idée pour trouver d'autres vidéos. Maintenant, il y a aussi un autre angle pour attaquer d'autres vidéos, c'est l'actualisation. Réagir plus à l'actualité. On le voit tout le temps. Ce qui se passe dans les stades en Europe, ça me montre que ce que je fais dans mes vidéos très larges, c'est toujours d'actualité, c'est toujours commun, ça se passe encore. Et donc, voilà, c'est des choses, pourquoi pas réagir plus à l'actualité, refaire plus des points d'actualité qui permettraient de coller encore vraiment à l'actualité et de montrer que tout ce que je fais, c'est actuel, il y a moyen de trouver de nouveaux sujets. Donc c'est une quête perpétuelle de nouveaux sujets, de rester à la page. C'est pas simple, mais c'est les thématiques un peu, les enjeux des chaînes YouTube intermédiaires qui doivent sans cesse se moderniser, sans cesse apporter de la nouveauté pour espérer
continuer à fidéliser leur public, c'est des choses qui sont pas simples. Dans la même veine, une question de l'ami Hugo de Savoie, toujours aussi fidèle sur la chaîne. Salut au meilleur youtubeur foot de France avec Remontada, merci. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu comptes faire d'autres sujets hors Europe, qu'on découvre à quoi ressemble le mouvement ultra dans le monde et vive Annecy? Voilà, j'ai un petit peu répondu. La Garra Blanca qui est sortie il y a quelques jours, c'est un exemple. J'ai envie d'explorer un peu plus encore l'Amérique latine l'année prochaine. On va faire aussi l'Afrique du Nord, le Maghreb notamment, avec le Maroc, et puis aussi l'Égypte, avec une culture ultra très importante, notamment sur les thématiques de la chaîne. Donc oui, pour répondre à ta question, et ça répondra aussi à la question de Aubin notamment, on va continuer à explorer le monde. Voilà. Question suivante. Penses-tu faire de nouvelles vidéos sur comment le foot est instrumentalisé par un État comme celle sur Orban? Et puis ton autre question, j'ai répondu juste avant. Penses-tu faire de nouvelles vidéos? Oui, de ce type-là, oui, bien évidemment, surtout avec à l'approche des grandes compétitions internationales, la CAN, la Coupe du Monde. C'est des thématiques qui vont rentrer sur la chaîne. La vidéo sur Orban, elle vous a énormément plu. J'ai adoré la faire, c'était génial. Donc oui, voilà, j'ai envie de continuer là-dessus. Et c'est aussi une autre facette de parler un peu de soft power et d'instrumentalisation, en tout cas d'utilisation du football comme arme politique. Ouais, ça va continuer sur la chaîne, ne t'inquiète pas. Tu en es où dans ton parcours scolaire? Comptes-tu faire des vidéos avec d'autres youtubeurs sur certains sujets? Alors la première question, j'y répondrai dans la troisième partie parce que c'est une question plus personnelle. Comptes-tu faire des vidéos avec d'autres youtubeurs sur certains sujets? C'est une bonne question. Alors, il y a eu des featuring sur la chaîne, et pas que sur la chaîne d'ailleurs, il y a eu il y a eu des choses avec pas mal de youtubeurs. Un Max de foot est venu il y a quelques années en live, Amour du maillot aussi, Floco de la chaîne, Flo de la chaîne Floco est venu aussi en live, Valfoot est venu, Compte de foot est venu, je suis allé chez Valfoot il y a quelques mois, il y a à peu près un an. La difficulté pour moi, c'est que voilà, l'Arena c'est une chaîne foot. Moi, je me revendique clairement comme une chaîne de football, mais c'est une chaîne foot très niche, très spéciale, très spécialisée aussi. Et donc voilà, compliqué de faire un feed parce qu'il faut que les deux youtubeurs partagent à peu près le même angle et chacun leur mot à dire et leur mot juste à dire. Il faut que chacun exploite son maximum. Donc c'est pas simple parce que moi je suis pas un excellent tacticien et puis c'est pas ma communauté. Voilà, c'est pas simple de faire des feats avec des chaînes YouTube foot où on n'est pas du tout en raccord et on partage pas forcément les mêmes choses. Donc voilà, et puis faire un feat pour faire un feat, ça n'a pas grand intérêt non plus. Après, en revanche, j'ai des personnes, des youtubeurs, des créateurs de contenu, des chaînes que j'aime énormément et avec qui j'aimerais m'associer pour une vidéo ou un temps, ça c'est vrai. Notamment une où je pense que la différence de ton et de couverture pourrait être exceptionnelle, je trouve, sur une vidéo. Mais je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça gâcherait tout. Mais en tout cas, je m'entends très très bien avec mes confrères youtubeurs et créateurs de contenu foot. Ça c'est sûr. Penses-tu faire un sujet sur les ultras suisses? Question de Corentin, ça m'a été posé aussi par d'autres. Oui, promis. Je sais que je ne l'ai pas fait cette année, je voulais la faire, j'ai pas eu le temps. Voilà, mais il y aura promis un sujet sur la culture ultra suisse l'année prochaine et dès les premiers mois de 2025, enfin de la saison 2025-2026. Je vous le promets. Je réponds aussi à d'autres questions parce que forcément tout le monde veut me proposer un sujet, c'est hyper compliqué parce que voilà, je fais pas que ça dans ma vie, donc ça me fait plaisir, mais je peux pas tout faire. Mais je peux vous assurer qu'il y aura un truc sur le Old Firm, Celtic Rangers, c'est sûr. Il y aura un truc en Turquie, quelqu'un m'a posé la question, je crois sur Beşiktaş ou sur... il y aura un truc en Turquie, c'est sûr. La Belgique, je vais essayer de venir aussi, d'en parler. Je vais faire mon maximum pour satisfaire tout le monde, mais voilà, quand on est seul sur une chaîne YouTube, c'est pas simple. Et quand on n'a pas que ça aussi, voilà, c'est pas simple non plus. Mais en tout cas, je suis content que vous proposiez des sujets, que vous soyez à fond derrière la chaîne et que vous suivez les vidéos. Enfin, c'est génial. Mais promis, les Suisses, les copains suisses, la deuxième ou troisième communauté de la chaîne, on va venir, je vais venir vous voir et on va parler culture ultra suisse dans les prochains mois. On enchaîne sans plus tarder avec les questions en football. Alors là, c'est questions football, mais ça englobe tout, hein. Les clubs, le terrain, la tribune, enfin bref, les ultras, absolument tout. Question de Pandamoine. Avis sur le Barça. Alors, je sais pas si c'est un avis sur le long,
le Barça en général ou sur une période donnée. Bon, moi, le Barça, c'est un club que j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune. Bah, c'était le club qui gagnait tout, c'était le club de Messi, de Xavi, d'Iniesta, de Guardiola. Le Barça des années 2008, 2009, 2010, 2011, j'avais 8, 9, 10 ans. C'était le Barça qui faisait fantasmer. Quand on jouait dans la cour, on avait les maillots du Barça, on parlait du Barça. Enfin, voilà, c'est le club quand j'étais gosse. Donc, voilà, c'est un club qui m'a marqué parce que j'ai découvert aussi beaucoup de foot grâce au Barça, de jeux, de vidéos, d'actions, de buts, d'histoires. Et puis sur une période plus récente, ils ont fait une excellente saison l'année dernière. Ça fait plaisir de revoir un Barça qui marche bien au niveau européen parce qu'un foot européen sans un grand Barça, c'est un peu différent, je trouve. En revanche, ils ont vraiment mal géré leur fin de match contre l'Inter parce qu'ils doivent passer vu le scénario. Ils se font rejoindre sur un truc un peu improbable. Et je pense qu'en plus, ils pouvaient réaliser un triplé et ils pouvaient embêter le PSG en finale. Donc voilà, avec des si on refait le monde, mais voilà. Bon, en tout cas, un club qui continue de bien revenir après une période un peu brouillonne. Et puis voilà, puis un immense club de sport, parce que n'oublions pas que le Barça, c'est pas le football, hein. C'est pas que le football, c'est un club omnisport. Eh oui. Question du copain Evan, du Master. Benoît Assou-Ekotto ou Van der Kerkhoff? Bon, pour la carrière, quand même, Assou-Ekotto. 200 matchs, je crois, avec Tottenham. Quand même. Quand même. Quel est le stade que tu rêves d'aller voir? Question de Loris. Bon, ça n'a pas changé, San Siro. San Siro, alors je l'ai vu il y a un an en mode concert, mais je ne l'ai jamais vu en mode football, donc j'ai envie de voir San Siro en mode calcio. Et puis après, forcément, il y a tellement de stades, le Maracana serbe, le Maracana brésilien, et puis la Bombonera de Boca Juniors. Franchement, ça c'est un stade que j'aimerais tellement faire. Ton top 5 ambiance en France? Question de Ilan. Alors, je vais pas te faire un top 5. Je vais te dire plutôt 5. Enfin, voilà, vous ferez le classement que vous voulez. Je vais vous en dire 5 et vous les mettrez dans l'ordre. Alors, pour moi, il y en a 3 indéboulonnables. 3-4 indéboulonnables. Saint-Étienne, Marseille, Nantes, Lens. Voilà, on va dire que c'est les 4 pour moi indéboulonnables. Le 5e, il y a quelques années, je t'aurais dit, il y a 3 ans par exemple, je t'aurais dit Strasbourg dans le top 5 sans aucun doute. Avec les petites divisions qu'il y a eu ces derniers temps, je sais pas, je dirais que ça se joue entre la 5e place, elle peut se jouer avec Lyon, Paris, Strasbourg, Lille, voilà, ça dépend des matchs, des périodes. Voilà. En tout cas, mon top 4, il est figé, on va dire. Quel a été ton premier match au stade, Noah? Mon premier match au stade, c'était en septembre 2007. Je n'avais même pas 6 ans. C'est un Metz-Lyon à Saint-Symphorien. Lourde défaite messine. 1-5. Et je crois que Karim Benzema marque un triplé. C'est mon premier match au stade. Souvenir gravé à jamais, j'ai encore des flashs. Enfin, c'est génial. Malgré la défaite. Tifo préféré all time? Alors, mon tifo préféré all time, ouais, c'est compliqué cette question. Il y en a tellement. Je vais t'en dire 2 qui m'ont marqué. Le premier, c'est la Scala del Calcio, Curva Sud Milan, le tifo des 50 ans du mouvement ultra milanais. C'est contre la Juve, je crois. C'est peut-être pour ça que ça m'a marqué aussi. Et c'est. T'as le diable, enfin, c'est magnifique. Et le tifo, je sais pas, il dégage tellement quelque chose, je l'adore. Et puis. Le tifo des déliés aussi de l'Étoile Rouge sur la nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Oh, ça, c'était exceptionnel, de détails, de beauté. Enfin, ça, c'est un de mes tifos préférés. Question ensuite de Scus Goal. Un joueur que tu apprécies humainement, pas forcément sur le terrain. Alors, là me vient en tête Hugh Minson. Alors, en fait, c'est un joueur qui est très bon, que j'aime bien, mais c'est pas un joueur qui me fait fantasmer sur le terrain. Donc c'est pas forcément si tu me dis un joueur que t'aimes bien, je te dirais pas du tout Hugh Minson, enfin pas tout de suite. Par contre, humainement, je trouve que c'est quelqu'un de généreux, de très intelligent humainement, de très simple, mais simple dans le bon sens du terme, terre à terre, humble, pas arrogant, voilà, quelqu'un vraiment qui a de très belles qualités humaines. Voilà, c'est le joueur qui me vient à l'esprit là.
Quel est le championnat que tu vois prendre énormément de niveau à l'avenir? Donc c'est une question qu'on m'a posée, ça renvoie un petit peu à la question de championnat sous-coté que quelqu'un m'avait posé aussi. Je vais dire que la Pologne, pour moi, a un championnat qui se développe très bien avec des clubs qui performent bien aussi en Coupe d'Europe. On aura peut-être 3 ou 4 clubs en Conference League, polonais en Conference League la saison prochaine. Voilà, la Pologne. La Belgique aussi, je trouve que c'est un championnat assez sous-coté. Il y a de très bons joueurs, de très bons clubs également. Alors, le step parfois en Europe est un peu plus compliqué, même si Bruges a fait une belle saison l'année dernière, en éliminant l'Atalanta, je crois notamment. Et puis après, là comme ça, je te dirais que je trouve que les championnats, par exemple grecs et chypriotes, prennent du niveau aussi. On le voit avec l'Olympiakos qui sort Aston Villa et qui bat la Fiorentina en Conference League. Ça montre que la grosse locomotive grecque, voilà, elle progresse. Et puis c'est du coup positif, parce qu'une locomotive, elle tire tout le championnat quand même. Et puis on le voit avec Chypre aussi, où là, le club de Paphos, il est en train de réaliser un gros coup peut-être en disputant pourquoi pas un barrage de Ligue des Champions. Donc voilà, après je ne sais pas si c'est vraiment les championnats, c'est plus des parcours en Coupe d'Europe ou des choses intéressantes à relever en Coupe d'Europe. En termes de championnat, voilà, le championnat saoudien, il a énormément progressé, il faut le dire, avec tous les investissements, avec les joueurs qui arrivent. Forcément, je trouve que ça a tiré le championnat vers le haut et que ça va continuer à tirer le championnat vers le haut. Voilà. Question de Tom ensuite. Tom, un fidèle suiveur de la chaîne. Salut Valentin, ma question, qu'est-ce que tu penses des nouveaux formats de la Coupe du Monde 2026? J'espère que tu me répondras. Voilà, c'est fait. Et longue vie à ta chaîne. Merci à toi Tom, merci pour ta fidélité. Alors, les nouveaux formats de la Coupe du Monde. Eh oui, année de Coupe du Monde qui arrive, et Coupe du Monde unique. Alors déjà, elle va se disputer sur 3 pays, 48 équipes, 12 groupes de 4, les meilleurs troisièmes qui passent. Enfin, certains meilleurs troisièmes, pas tous. Bon, déjà, je suis un peu plus soulagé de ce format que le format initial qui était 16 groupes de 3. Là, pour moi, c'était du grand n'importe quoi. On va dire que j'ai des réserves, mais j'attends de voir la compétition. C'est un peu comme la nouvelle formule des Coupes d'Europe avec les phases de ligue. J'avais des réserves. Au final, il y a des trucs qui m'ont bien plu et qui sont hyper intéressants à relever. Donc, attendons de voir, mais je trouve que l'idée de garder la phase de groupe à 4 est très très bonne, très positive. Voilà, ça c'est l'idée générale. Après, bon, ça fait plus de matchs pour les joueurs, en fin de saison en plus, ou alors en milieu de saison pour certains. Je sais pas trop quoi en penser de ça. Ma peur en fait, c'est que ça continue. Je veux dire, la Coupe du Monde à 64, à mon avis, on y va tout droit. Je sais pas si c'est très positif ça, en tout cas, je suis pas sûr que ce soit une belle avancée, mais bon, sait-on jamais. Je pense qu'il faudra dresser un bilan après la Coupe du Monde. C'est difficile de parler d'un nouveau format avant. Question de Lucas ensuite. Salut Valentin, j'espère que tu vas bien. Petite question sur ton parcours et tes études qui ont l'air très intéressantes. Et si tu as des conseils de sujets pour le grand oral de terminale en relation avec le foot et tes vidéos. Alors, les études, j'en parlerai après. Parcours études, j'en parlerai après. Par contre, j'avoue que j'ai pas trop de conseils de sujets parce que moi, le grand oral et les spé et tout ça, c'est pas mon bac. Donc, je suis un peu plus vieux que ça. Désolé. Donc, je n'ai pas forcément là d'idées, de conseils. Sinon, quelle tribune et ultra tu attends le plus cette année? Quelles sont les tribunes qui t'ont déçu l'année dernière? Merci beaucoup pour la qualité de tes vidéos, toujours au top, évidemment l'an prochain. Merci Lucas, ça fait très plaisir. Alors, les tribunes ultra que j'attends le plus, ce sera notamment un sujet de vidéo à mon avis. C'est les promus. C'est les promus qui arrivent, qui seront là d'ici quelques semaines, qui commencent. Le retour d'Hambourg et de Cologne en Bundesliga. Voilà, Metz, mon club qui monte en Ligue 1, Pise qui est de retour en Serie A, Sunderland forcément cette grosse passion et ferveur. Il y en a d'autres aussi en Pologne, en Turquie, en Grèce. Je trouve que les petits promus, enfin les promus, sont très intéressants à suivre. Voilà, ils sont très intéressants à suivre. Et ça, c'est les tribunes que j'attends le plus cette année parce que forcément, pour certains en plus, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas retrouvé leur championnat, la première division, donc ils vont être à fond là-dedans. Je pense notamment au Real Oviedo en Espagne, qui est un petit chaudron, et il va falloir suivre cette tribune et ce stade, cette ferveur, ça c'est clair. Quelles sont les tribunes qui t'ont le plus déçu l'année dernière? Les tribunes à Milan, Inter, AC Milan, pour tout le contexte qu'il y avait autour, les opérations policières, les bâches interdites, les tifos absents.
Forcément, quand on connaît leurs standards, c'était décevant parce que c'est une grosse saison en deçà de ce qu'ils font habituellement. Mais à un moment, il faut dire aussi, c'est gérer n'importe comment ces affaires avec des mecs qui sont là que pour le pouvoir, l'argent, le business et qui privent tout un stade et toute une tribune et plein d'ultras de tout ce qui fait la beauté d'une courva. Voilà. Donc ça m'a beaucoup déçu. Question ensuite qui est très intéressante. As-tu un regret footballistique, une équipe, un joueur que tu aurais aimé voir ou une ambiance que tu aurais aimé pouvoir vivre? Alors, un joueur, là, je sais pas. Une équipe, peut-être, je sais pas non plus. En tout cas, une période, j'ai envie de te dire, les années 90. Moi, forcément, j'aurais aimé vivre 98. Je l'ai pas vécu, je n'étais pas né. J'aurais aimé vivre la Serie A des années 90, celle de tous ces clubs avec que des folies classes et que des classes de partout. Ça, je l'ai pas vécu. Donc ouais, et puis j'aurais aimé vivre ce football européen des années 90 qui était très fort, le football yougoslave que j'aime beaucoup, que j'ai pas vécu. Donc voilà, c'est des choses que j'aurais aimé vivre. Et une ambiance que tu aurais aimé pouvoir vivre. Là comme ça, j'aurais aimé vivre la fête lors du 3e Scudetto du Napoli il y a 2 ans. Mais je compte bien sur la vidéo de Loris Giuliano pour pouvoir la vivre un petit peu. Voilà. Question de poète de machin, là aussi un abonné hyper fidèle qui est là depuis des années. Regardes-tu les championnats hors Europe? Alors bon, je vais pas faire le hipster. Non, absolument pas. Pas parce que j'ai pas envie, parce que déjà bon, c'est plus compliqué de les suivre aussi, mais parce que j'ai pas le temps. Je regarde déjà très très peu le foot européen. J'ai beaucoup perdu forcément le temps que tu fais à faire une chaîne, tu fais moins de foot, tu regardes moins de foot. Et voilà, je suis déjà un hipster pour certains parce que j'adore la Conference League. Je vais pas jouer au hipster parce que je regarde les championnats en Europe pour le coup pas du tout. Concernant le foot anglais, quelle tribune A ont ta préférence? J'aime beaucoup Crystal Palace parce que c'est un modèle qui se distingue dans le foot anglais. C'est un des seuls, je pense que c'est peut-être même le seul qui a un groupe ultra. On sait que la culture ultra n'existe quasiment pas en Angleterre, on n'existe pas. Donc je trouve qu'ils ont le mérite d'exister et de montrer quelque chose qui est très différent. Et puis après, ce que j'aime bien en Angleterre aussi, c'est les ferveurs anglaises à la Sunderland, à la Leeds. Et puis en fait, c'est l'imaginaire que renvoient les stades aussi. Craven Cottage, Goodison Park, Old Trafford, Anfield, ça sonne foot quoi. Et ça j'aime beaucoup en fait l'image des stades en Angleterre, l'architecture. Est-ce que ça renvoie vraiment comme culture foot qui est assez unique et assez fascinante. Question de Luca ensuite, avec la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord et une certaine américanisation du football, show, mi-temps, match délocalisé, présentation joueur par joueur, tentative de ligue fermée, omniprésent de la télé, etc. Cela t'inquiète-t-il ou cela devait arriver? Alors ouais, ça m'inquiète un peu l'américanisation du football parce que nous on a un modèle sportif européen qui est revendiqué, qui est clair. Moi je le connais bien, j'ai fait un mémoire sur ce sujet, donc je connais bien le modèle sportif européen, j'y tiens beaucoup. Ça m'inquiète un petit peu. Après, que la Coupe du Monde 2026 soit américanisée, je m'en fiche complètement parce que c'est la culture américaine. Voilà, c'est aussi ça la Coupe du Monde, c'est montrer les cultures des pays hôtes. Donc ça me dérangerait pas. Après, que ça inonde le foot européen, ça m'inquiète un peu plus parce que le foot européen il a une telle ADN, une telle histoire, et puis il y a plein de sous-cultures que j'ai envie que ça se maintienne quoi. Donc oui, je verrais mal l'idée de show à la mi-temps, l'idée de présentation joueur par joueur, de matchs délocalisés, c'est une catastrophe d'aller jouer des matchs de Serie A en Arabie Saoudite ou des matchs de Ligue 1 aux États-Unis. Enfin, j'espère honnêtement que ça se fera pas. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Question de Mika ensuite. Salut, la Croatie est-elle selon toi la nation européenne la plus sous-cotée de la dernière décennie et directement en lien avec, est-elle top 3 des nations européennes de la dernière décennie également? Merci beaucoup, continue le taf, tu nous régales. Merci à toi Mika, c'est gentil. La nation européenne la plus sous-cotée de la dernière décennie. Alors la Croatie, je trouve qu'on a eu tendance à la sous-estimer trop longtemps et à la surestimer un petit peu parfois aussi. Donc j'espère qu'elle sera mise qu'elle sera considérée à sa juste valeur. Donc il faudrait pas trop la surestimer, mais il faut compter sur cette sélection pour les prochaines compétitions internationales, surtout que là il y a un cycle qui se régénère, il y a de très bons joueurs qui sont là ou qui arrivent. On a eu trop tendance à sous-estimer la Croatie. Moi je trouve que c'est une équipe qu'on a eu tendance à sous-estimer mais qui aujourd'hui est un peu
est plus estimée à sa juste valeur. Et directement en lien avec elle était le top 3 des nations européennes de la dernière décennie également. Écoute, ça dépend sur quoi on se base. Si on se base sur les parcours en Coupe du Monde et Euro, ouais, les bonnes décennies, ça nous fait 2015. Ouais, elle est probablement dedans. Elle est probablement dedans. Je mettrai la France et l'Espagne aux 2 premières places, et puis je mettrai la Croatie 3e à mon avis. Donc ouais, en tout cas une sacrée nation de foot, parce que 4 millions d'habitants et avoir une sélection pareille, c'est assez formidable. Bonjour amical de Franche-Comté, quel est ton derby préféré et quel est ton club préféré de Suisse? Salut à la Franche-Comté, à tous les Francs-Comtois qui me suivent, magnifique région. Mon derby préféré, ça reste un derby italien, un derby de Milan ou de Rome, ça dépend des jours. Mais je trouve que c'est les 2 derbys monstrueux et magnifiques. Après, des derbys, il y en a tellement qui sont incroyables. Quel est ton club préféré de Suisse? Bon, très honnêtement, je n'en ai pas. Pas de club favori. Question de droptitude ensuite. Que penses-tu de la déclaration d'Igor Pakshiao et de son arrivée à Marseille sur l'antiracisme des ultras? Alors, pour le contexte, donc Pakshiao, il a signé à l'OM pour un gros montant, je crois d'ailleurs. Et en arrivant, il a dit qu'il avait notamment été séduit par le côté antiraciste des ultras de l'OM et que ça a été un peu la cerise sur le gâteau sur le fait qu'il ait signé dans ce club. Bon, déjà, je trouve que c'est hyper bien qu'un joueur sache où il met les pieds et c'est ce soir enseigné. C'est très positif aussi que le côté antiraciste des Marseillais soit reconnu. Voilà, c'est vraiment très bien et c'est super. Est-ce que ça pourrait enfin déclencher une sorte de prise de conscience ou libération de la parole concernant la présence dans certains clubs de franges radicales xénophobes dans les groupes ultras? En fait, je vois pas trop comment cet exemple-là pourrait faire bouger les choses, parce que le racisme dans les stades, notamment en France, c'est un véritable fléau qu'il faut combattre absolument. Mais je sais pas trop comment cet exemple-là pourrait faire changer les choses, parce que les ultra-marseillais sont réputés pour leur antiracisme. Il n'y a pas d'exemple vraiment de racisme dans les stades marseillais, donc on n'est pas sur un terrain fertile pour ce genre de problème. Donc, voilà, je sais pas que ça, il sait où il met les pieds, tu vois. Je sais pas comment ça pourrait influencer les autres clubs. En revanche, là, tu demandes ce qui pourrait être une sorte de prise de conscience, libération de la parole. Pour moi, il y aurait eu un électrochoc, un exemple d'électrochoc, c'est un joueur, un club qui désire recruter un joueur. Le joueur est d'accord, et au dernier moment, il dit: je me suis renseigné auprès de vos voilà, dans votre stade, sur vos supporters, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes de racisme, et je suis désolé, moi je veux pas mettre les pieds ici. Alors là, ça c'est un électrochoc. Ça c'est un truc qui ferait bouger les choses, parce que pour le coup, le club il peut plus mettre la tête dans le sac, dans le sable, et dire on n'a rien vu, on sait pas ce qui se passe. Voilà. Et là ça pourrait me dire: ah ouais, peut-être qu'on doit faire attention à ce qui se passe et qu'on doit agir, parce que là ça va pas. Ça pour moi ce serait un truc libération, électrochoc, tout ça. Le problème c'est que quel joueur est capable de faire ça? Parce que voilà, il est peut-être pas au courant. Je veux dire, beaucoup de joueurs qui se renseignent pas du tout sur les tribunes, sur les stades, et c'est pas ce qu'on leur demande d'ailleurs. Et puis quel joueur serait prêt par exemple à gâcher une étape dans sa carrière pour aller dans un plus grand club et au final dire: non, vous avez vu les supporters que vous avez? Voilà. Donc malheureusement je suis pas très optimiste sur l'idée de prise de conscience, mais en tout cas les déclarations de Pakshiao et puis le côté antiracisme qui est vraiment réputé à Marseille, ça c'est très positif. Ouais, très positif. Question de Lançois également sur YouTube. Salut Valentin, est-ce que ça plaise ou non? Est-ce que pour toi la violence fait tout de même partie du vrai foot populaire? Et une longue vidéo débat avec le sociologue Nicolas Ourcade peut voir le jour prochainement. Ça dépend de ce que tu appelles le foot populaire. Si pour toi le foot populaire c'est uniquement les modes de supporterisme radicaux, oui, il y a du violence dans le hooliganisme, oui, il y a de la violence un peu dans la culture ultra, oui, il y a dans certains pays une frontière qui est ultra poreuse, voire pas de frontière entre ultra et hooligan, donc il y aura de la violence dans ce football très populaire, mais le foot populaire c'est pas que ça. Le foot populaire c'est pas que le supporterisme. Si moi je décide d'organiser un tournoi avec le club du coin, avec tous les jeunes des villages aux alentours, on se fait une petite partie et tout, on se fait un petit tournoi sur la journée, il y a un petit stand de merguez pour la restauration, tu fais pas plus foot populaire que ça. Pourtant,
n'y a pas du tout de violence là-dedans. Le supporterisme, c'est une toute petite partie du foot populaire. Le foot populaire, c'est pas que le supporterisme. Donc, à ta question, est-ce que pour toi, la violence, c'est partie du foot populaire? Non, absolument pas. Est-ce que, à ta question, la violence fait partie des modes de supporterisme radicaux? Oui, un petit peu. Et une longue vidéo débat avec le sociologue Nicolas Orcade peut voir le jour prochainement. Ouais, pourquoi pas, c'est le genre d'invité que j'aimerais avoir un jour sur la chaîne forcément. Par mon master et par les études que j'ai faites, on est dans un cercle un peu rapproché, donc pourquoi pas. Que penses-tu du football corse? Alors c'est un football que je connais pas beaucoup. En revanche, j'adore les identités régionales dans le football. Et ben voilà, les Corses, ils sont réputés pour ça. Et j'aime beaucoup les chambrages qu'il y a pu avoir entre les fans d'Ajaccio et de Bastia. J'aime beaucoup ce qui s'était passé à Bastia aussi, avec cette ferveur populaire qui a permis un repêchage et un retour au premier plan de Bastia, avec pourquoi pas voilà, une montée du club corse dans les prochaines 2-3 prochaines années. Il y a une scène qui m'a marqué dans le football corse, c'était un Bastia-Saint-Etienne en Ligue 2, peut-être il y a 2 ans. Oui, c'était il y a 2 ans. Où il y a Bastia qui marque et il y a un joueur va célébrer avec les bambins, là, avec les gamins. Il n'y en a pas un sur son tel. Il n'y en a pas un sur son téléphone. C'est une scène magnifique. Ils sont tout jeunes, hein, ils ont 9, 10 ans, 12 ans. Il n'y en a pas un qui est en train de snapper ou de faire un TikTok. Ils sont tous là à célébrer avec les joueurs. Et ça, c'est beau. Et on voit pas ça partout en France. Et on voit beaucoup plus ça en Corse. Donc ça, je trouve ça très très beau. Le match où tu as le plus vibré cette saison, en tant que supporter du FC Metz, le match retour contre Reims, le scénario, Udol qui fait un match incroyable, buteur à l'aller, buteur au retour sur une action qui le caractérise tellement, le scénario du match, les prolongations, le deuxième but, le parquage, le lob de Gauthier du milieu de terrain, enfin bon, il n'y a pas d'autre match, hein, ça c'est clair. Et puis alors là, c'est une belle question aussi liée au supporterisme à Metz. En tant que supporter messin, ressens-tu une certaine animosité envers Nancy? Ou alors tu es loin de tout ça? Non, je ne ressens absolument aucune animosité. Alors, forcément, je préfère bien évidemment gagner contre Nancy. Et une victoire contre Nancy est plus belle que contre n'importe quel autre adversaire. Mais je pense que l'Arena m'a beaucoup aidé là-dedans. Je suis très loin de ça. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui a une animosité envers des clubs, envers des personnes. Non. Je ne suis pas du tout là à insulter. C'est pas du tout ma façon de supporter. Vraiment pas du tout. Et j'ai aucun problème avec des supporters nancéens d'ailleurs. Donc c'est pas du tout ma façon de faire. Moi, quand j'étais au stade, par exemple, c'était le dernier match, l'un des derniers derbys d'ailleurs entre les deux clubs. C'était en Ligue 1. Bon, voilà, j'étais au stade et j'ai fêté avec joie la victoire, mais à aucun moment j'ai eu des mots injurieux envers les Nancéens, les joueurs ou les supporters. C'est pas du tout ma façon de supporter. Donc il n'y a absolument aucune animosité. Voilà, c'était pour les questions foot. On passe désormais aux questions perso. Alors avec une question de Pablito qui va répondre à beaucoup de monde. Que fais-tu comme études? Ces mêmes études ont-elles un lien avec les vidéos YouTube que tu fais? Peux-tu expliquer un petit peu ce que tu fais concrètement? Alors mes études, je les ai terminées. Voilà, j'ai fait 6 années d'études, 5 ans à Sciences Po Strasbourg, où j'ai obtenu un master en relations internationales. Donc c'est là que je me suis spécialisé en relations internationales, en géopolitique, où j'ai acquis énormément de connaissances, en histoire, en géopo, en droit international, enfin tout ça. Donc j'ai eu un master 2 là-bas. Et ensuite j'ai fait un deuxième master 2 de spécialisation en droit et économie du sport. Voilà, en France, un très très bon master qui a été une année absolument fantastique, hyper chargé en rythme parce que c'était un master itinérant, on visitait plein de lieux sportifs et en plus qui était fait en alternance. Donc voilà, ça c'est mes études. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un lien avec YouTube, pas vraiment, non, pas vraiment. Même si j'ai pu piocher des trucs ci et là pour mes vidéos et notamment pour la rédaction, on va dire. D'ailleurs, ça fait une excellente transition avec la question du copain amour du maillot. Idriss, la meilleure chaîne maillot de YouTube que t'as apporté YouTube dans tes études. C'est une question qu'on pourrait tourner dans les deux sens. Alors, YouTube m'a apporté, je dirais, de la confiance dans mes études. M'a apporté aussi, je dirais, un cadre de travail. M'a apporté aussi des opportunités professionnelles pour des stages, un réseau, on va dire. Mais je dirais plutôt l'inverse que ce que mes études m'ont apporté dans YouTube. Des connaissances, forcément faire des vidéos, il y a beaucoup de sujets historiques, relations internationales, géopolitique sur la chaîne. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'ai appris pendant mes années à Sciences Po.
Et donc ça m'a aidé dans YouTube. Je dirais ouais, le cadre de travail, l'idée de rythme, de rédaction, parce que moi je rédige tout sur YouTube et voilà, forcément réflexion, rédaction, tu apprends ça beaucoup à Sciences Po, donc ça m'a beaucoup été utile pour YouTube. Et je trouve que j'ai réussi à bien lier les deux, ça a été assez complémentaire, un peu différent, mais complémentaires. Et ça, je trouve que c'est hyper bien d'avoir ayez le plus possible peut-être un projet pro à côté des études, un truc que vous aimez, une passion, des stages, des trucs voilà, qui vous raccrochent, parce qu'il n'y a pas que les études dans la vie. Et ce projet YouTube, il a été énorme pour moi, pour mes opportunités, en fait mon profit tout simplement. Vraiment, il a été énorme. Question de l'ami Antonio, tes projets après la fin de ton master, bah voilà, c'est un peu la suite logique. Voilà, donc tout est fini, les études sont finies. Bah, ça va être l'entrée dans le monde du travail prochainement. Moi j'ai l'idée de mêler sport et international, c'est mes deux passions, mes deux piliers, foot et international, pourquoi pas. Donc travailler dans une grande institution du sport, dans une fédération, voilà, c'est l'objectif par exemple. C'est l'objectif. Salut, merci pour tes vidéos. Qu'est-ce que tu fais comme étude? Depuis quand est-ce que tu t'intéresses au mouvement ultra? Es-tu toi-même impliqué dans un groupe? Aurélien, merci pour ta question. Donc j'ai répondu un peu avant. Depuis quand est-ce que tu t'intéresses au mouvement ultra? Depuis à peu près 10 ans. J'avais fait, je me souviens, un PowerPoint sur les ultras italiens que je trouvais fantastique, que je trouve toujours fantastique d'ailleurs. Donc ouais, ça fait 10 ans, et petit à petit ça a cheminé, et puis quand j'ai vu les liens qu'il pouvait y avoir avec la politique, etc., moi qui faisais ces études là et qui étais passionné par ces thématiques, notamment en géopolitique, sur les conflits, hein, j'ai eu un master d'ailleurs sur la médiation de conflits et les expertises internationales sur des zones de conflit, donc voilà, ça c'est des trucs qui m'ont intéressé et qui voilà, m'ont permis de me pencher sur ces sujets-là. Es-tu toi-même impliqué dans un groupe? Pas du tout, je ne l'ai jamais été, je ne le suis pas, je ne le serai, je pense, probablement jamais. Je n'ai pas la mentalité ultra, je l'ai déjà dit dans des précédentes FAQ. J'ai pas du tout la mentalité ultra, j'admire ceux qui l'ont, mais moi je l'ai pas, je me suis jamais revendiqué ultra. Et je pense que c'est très bien qu'il y ait des gens qui se soient vraiment ultra, plutôt que certains qui se revendiquent comme étant des ultras alors qu'ils ne le sont pas du tout. Donc voilà, ça n'a jamais été mon cas. Tu te considères plutôt comme journaliste ou youtubeur, Lucas? C'est une très très bonne question. Je dirais ni l'un ni l'autre, mais un peu des deux. Non, alors youtubeur, en fait l'idée de youtubeur pour moi c'est quelqu'un qui vit de ça, c'est son job, c'est son métier. C'est pas mon cas. Voilà, YouTube c'est pas mon métier, c'est de la passion depuis 5 ans, c'est annexe, voilà. Donc c'est pas mon job. Et journaliste, je ne le suis pas. Alors j'ai on va dire une démarche assez journalistique, je pense qu'on me le dit souvent, un ton un peu de journaliste. C'est vrai que la chaîne a une démarche vraiment journaliste sur certains sujets de présentation, où t'instruis, tu présentes des faits, enfin voilà, parfois tu as même des petites enquêtes, enfin des reportages quoi en gros. Mais j'ai pas fait d'études de journalisme et j'ai pas de carte de presse, je suis pas journaliste. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de me considérer. Voilà, je me considère plus comme créateur de contenu foot qui parle de sa passion et qui fait des vidéos. Et ça me fait une petite transition avec la question suivante. Tu n'as jamais eu l'idée de te lancer en tant que journaliste? Si, parce que j'ai quand même une grosse passion pour le monde des médias. J'ai eu l'occasion de faire 2 stages en presse écrite quand j'étais plus jeune, et on le voit bien avec YouTube, avec la façon dont je travaille, c'est un peu un travail journalistique et c'est un truc qui me passionne. Mais je sais pas, non, j'ai pas eu forcément l'envie de me lancer en tant que journaliste maintenant. C'est vrai que le métier a énormément évolué, on verra l'avenir, j'ai envie de te dire, mais pour le moment c'est pas vraiment une idée. Et même si ce milieu te passionne, non, j'ai pas l'idée de me lancer en tant que journaliste. Je reçois beaucoup de commentaires comme ça, mais si pour vous je suis journaliste, voilà, faites-le moi savoir. Mais bon, enfin, me dire, moi je me suis jamais considéré comme tel et j'ai pas eu l'idée de me lancer. Comment jongles-tu entre tes vidéos et la vie quotidienne? C'est une bonne question, Maxime. C'est une organisation. Alors, l'organisation de l'Arena, elle est un peu, j'ai pas envie de dire chaotique, pas du tout, mais elle est un peu amateur. C'est ma passion, je fais des vidéos, j'ai eu mes études à côté, mon alternance, la vie personnelle, voilà, c'est compliqué de jongler entre tout. Mais c'est une organisation, c'est du sacrifice parfois un petit peu aussi, forcément, c'est ce que je disais avant, je regarde moins de foot qu'avant parce que le temps que je mets aujourd'hui à faire des vidéos, avant je regardais du foot.
Donc c'est une question de sacrifice, mais c'est une question de volonté. Quand on veut, on peut. Et l'Arena, c'est ça, c'est une organisation très très rigoureuse, c'est beaucoup de travail. Moi j'aime beaucoup travailler, je suis un bosseur et l'Arena c'est ça. Et donc quand tu travailles bien, je pense que tu arrives bien à t'organiser. Et aujourd'hui, ouais, j'ai réussi à monter un petit média. Alors il n'est pas structuré en tant que média, c'est pour ça que je dis que c'est une organisation un peu amateur. Il n'est pas structuré en tant que média, mais on peut dire qu'aujourd'hui c'est un média. Et je suis très content d'avoir réussi à jongler, à avoir réussi à bien gérer cet équilibre entre vie quotidienne et vidéo. Voilà. C'est prenant, c'est haletant, mais moi j'aime bien ce quotidien-là plutôt que m'ennuyer ou que d'avoir que un truc. J'aime bien avoir plusieurs choses. Donc voilà. La toute dernière question, à quand le livre? C'est une question qu'on m'a posée déjà l'année dernière. Il n'y a rien qui a évolué en un an, mais oui, j'aimerais bien écrire un jour un livre, notamment sur ma série ultra politique. Voilà, si je suis encouragé, si il y a un plébiscite populaire, l'Arena, la communauté qui se mobilise pour me pousser à écrire ce livre, pourquoi pas, mais voilà, il faut avoir le temps. Le temps, j'en ai manqué un petit peu cette année, mais oui, à terme, voilà, c'est un projet que j'aimerais faire et que j'aimerais bien sûr pouvoir partager avec vous, parce que le livre, l'écriture, c'est un truc que j'adore, et le livre, c'est magique, le livre, quoi. Voilà. Je crois que c'est le mot de la fin, hein. C'est le mot de la fin, c'est beau comme mot de la fin. Voilà, j'ai répondu à beaucoup de questions, j'ai pas pu répondre à tout parce qu'il y en avait énormément. Voilà, je suis très heureux d'avoir pu partager ce petit moment avec vous. C'est l'heure de mes deux questions à vous poser comme d'habitude. La première, on a fait beaucoup de vidéos cette année, j'ai envie de savoir quelle a été votre vidéo préférée, ce que vous avez le plus aimé. Voilà, n'hésitez pas à partager ça. Et puis, si vous êtes en vacances, n'hésitez pas aussi à partager votre petit lieu de vacances, où est-ce que vous êtes. Ça me ferait très plaisir de savoir tout ça et de partager vos anecdotes de vacances et puis votre bel été en prévision. Je fais un grand coucou à la majorité silencieuse, celle qu'on a envie le plus de garder, qui répond pas souvent mais qui en commentaire, mais qui regarde les vidéos. Si vous pouvez commenter cette vidéo pour faire un petit coucou, ça me ferait très plaisir. Voilà, merci à la majorité silencieuse, merci vraiment, vous êtes important pour la chaîne, pour toutes les chaînes YouTube d'ailleurs, mais pour la chaîne aussi. Et puis pour tous les autres qui sont là tout le temps, qui sont là à commenter tout le temps, qui suivent toutes les vidéos. Vous êtes dans le cœur parce que vous êtes là pour certains depuis des années. Il y en a qui sont là, j'avais même pas 1000 abonnés. Donc vous êtes juste phénoménaux et je vous remercie tellement pour ce que vous m'avez fait vivre encore cette saison. Et vous inquiétez pas, on va vivre encore de magnifiques choses la saison prochaine. Il y a encore énormément de choses, avec notamment la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire. Donc soyez là sur l'Arena parce que voilà, il y aura des choses fantastiques. La chaîne s'arrête un petit peu forcément, c'est la fin de saison, vous savez comme d'habitude, toujours 2-3 semaines, 4 semaines de pause, le temps de tout repréparer, de changer l'identité graphique, de repartir sur de nouvelles bases, de créer de nouveaux sujets. Il y en aura beaucoup des nouveaux sujets cette année. Donc voilà, j'espère que vous serez fidèles à l'aventure, que vous serez dans le train, parce qu'il y a encore des objectifs chiffrés aussi, 70, 70K, 80K, est-ce qu'on va aller les chercher? Voilà, c'est l'objectif de tout ça, il faut grandir encore davantage et j'espère qu'on sera là tous ensemble pour continuer notre passion et échanger, dialoguer, voilà, réaliser des magnifiques sujets tous ensemble. Merci les amis, merci pour tout. Passez un très bel été, prenez soin de vous, profitez des vôtres. Et moi je vous dis à la rentrée pour une nouvelle saison, la sixième déjà sur l'Arena. J'aurai très hâte de vous retrouver. Ciao, peace, gros bisous à tout le monde.